Bonsoir! Alors aujourd'hui on est là pour une big vidéo sur mes 10 shonen ever, mes 10 shonen préférés. Donc voilà, c'est vraiment avec plaisir que je vous présente mes 10 shonen préférés. Donc en 10e position nous avons Dreamland de Renaud Lemaire chez Pika. Il faut savoir que Dreamland c'est un fraga, c'est l'équivalent d'un manga français tout simplement. Donc en fait c'est l'histoire de Terrence qui est un lycéen timide, introverti, un peu loser, avec beaucoup de nonchalance. Il est in love de Lydia depuis toujours, mais il n'arrive pas du tout à la séduire. Et un soir, alors qu'il rêve, il va être confronté à sa plus grande peur qui est le feu. Donc le feu est sa plus grande phobie. Il va avoir le courage de traverser les flammes. Et en fait, vous savez, quand on a peur, quand on rêve, on se réveille instinctivement. Et lui, ça va le propulser dans le Dreamland. Donc voilà, c'est vraiment une sorte de monde parallèle, le monde des rêves, où il va acquérir des pouvoirs. Et lui, du coup, ça va être le pouvoir du feu. Et il va devenir contrôleur du feu. C'est vraiment l'histoire de la double vie de Terrence en tant que lycéen et en tant que contrôleur de feu dans le monde du Dreamland. Et voilà, il y a des parallèles qui se passent et c'est vraiment trop bien. Déjà, je trouve que c'est un manga extrêmement original parce qu'il fallait quand même y penser en se disant oh là là, mais en fait, si tu te confonds à tes peurs dans ton rêve, qu'est-ce qui peut t'arriver? Et puis, c'est extrêmement drôle. Je rigole pas souvent dans les mangas, mais pour le coup, je trouve que l'humour, il est parfaitement bien dosé. Enfin, on sent que c'est juste l'humour de l'auteur et que l'auteur doit être super drôle dans la vie de tous les jours. Et puis en plus de ça, ça se passe à Montpellier, donc je sais pas si vous êtes déjà parti à Montpellier. Moi je sais que c'est une de mes villes préférées. Pour une fois lire un manga où vraiment on connaît l'environnement, on reconnaît des endroits, moi personnellement ça m'a permis de encore plus me sentir en Terrence ou en d'autres personnages. Et voilà, franchement l'expérience est assez sympa quoi. Vous avez vraiment le côté loser sauveur. Et puis les dessins sont vraiment stylés, on voit la patte de Renaud Lemaire. Moi j'adore, je suis complètement fan de ses dessins. Je les trouve extrêmement stylés en fait. Ils sont extrêmement dynamiques et voilà, ça me donne encore plus envie de lire à chaque fois. Et ça me fait passer un super bon moment quoi. Donc si vous voulez un manga d'action, d'humour, sur l'affirmation de soi, vraiment lisez Dreamland, c'est trop bien. En 9e position, ça sera My Hero Academia de Kohei Horikoshi. Horikoshi, j'y suis arrivée chez Kiyun. Déjà, ce que j'aime dans My Hero Academia, c'est que c'est un shonen classique, mais sans excès. C'est-à-dire que, par exemple, je trouve que l'évolution des personnages prenne son temps. C'est pas d'un coup, bam, gros level up, quoi. Ça évade doucement et je trouve ça hyper crédible. Donc l'histoire de My Hero Academia, c'est notre monde dans un futur léger où en fait 90% de la population mondiale développe des alters, donc des pouvoirs, et en fait vous avez toujours les 10% restants qui n'auront jamais d'alter dans leur vie. Et en fait des coups que j'aime énormément. Midoriya en fait rêve d'être un super héros, il est complètement fan du héros numéro 1 mondial. Grandissant, vers ses 4-5 ans, en fait, il va se rendre compte que lui, il développera jamais d'alter. Donc en fait, il va lui arriver un petit quelque chose qui fait qu'il va quand même finir à l'académie des super-héros, à UA. C'est toute l'histoire de ce personnage, c'est vraiment son histoire à lui qui va évoluer dans le monde des super-héros. Je trouve en fait que ce manga est extrêmement touchant. Déjà, sa philosophie est extrêmement belle parce qu'en fait, on peut être un super-héros sans super-pouvoir. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Il me semble que c'est dès l'épisode 1, non, ou l'épisode 2 où vraiment, voilà, vous avez le premier gros message philosophique qui, moi, m'a émotionnellement fait chialer. Voilà. Je chiale souvent de My Hero Academia. Et puis même, vous avez plein d'autres messages. Enfin voilà, c'est vraiment, je trouve quand même assez philosophique ce manga. Il est même bien philosophique. Vraiment, quand vous voyez chaque héros et chaque vilain, surtout les vilains, voilà, remettre en cause qu'est-ce qu'un super-héros, est-ce vraiment bon? Ça peut apporter des complexes, mine de rien, qu'il y ait des surhommes et des surfemmes dans le monde. Je le trouve quand même assez réaliste, même si on peut pas dire que ça peut être réel. Il y a beaucoup de gens qui vont critiquer le fait que les level up prennent leur temps, alors que moi justement j'aime
énormément ça. Je trouve qu'en fait l'auteur n'a pas voulu en faire des caisses. On parle déjà de super-héros, bah voilà, le super-héros il évolue lentement comme tout le monde. Du coup je suis encore plus attachée au personnage grâce à cette évolution qui prend son temps. Et puis il y a un peu le secret du high school comme je dis, c'est-à-dire que en fait ce qui fait aussi son charme, et je pense que les gens ne s'en rendent pas compte, c'est que c'est un manga aussi qui se passe dans un lycée, enfin dans une académie, et mine de rien on s'y attache à ces moments high school, avec ses élèves, avec leurs histoires intimes et personnelles, etc. L'arc il évolue tout le temps et souvent la fin des arcs c'est hyper puissant, c'est des gros combats, voilà, de l'action, mais en fait quand l'arc finit et que vous recommencez un autre, bah souvent vous vous êtes re-UA, vous retrouvez les autres et ça fait plaisir, ça fait du bien. Et vraiment voilà, c'est un manga extrêmement touchant, sans exagération je trouve. Vraiment moi qui aime le gros drama d'habitude, bah je veux dire là ça me suffit amplement. Donc vraiment c'est voilà, si vous voulez un manga de super-héros qui parle d'instinct et de détermination, alors là lisez My Hero Academia, c'est trop bien, c'est trop de la balle. En 8ème position, c'est Death Note de Tsugumi Ohba et de Takeshi Obata chez Kana. Donc Death Note, déjà il faut savoir que c'est vraiment le manga, personnellement, qui m'a fait comprendre que les mangas c'est trop bien. J'ai commencé avec Dragon Ball, ensuite sur Game One je regardais Enfer et Paradis avec Naruto, et en fait un jour mon grand frère m'a dit regarde Death Note, et en fait c'est le premier manga que j'ai regardé vraiment toute seule dans ma chambre dans le noir avec l'ordinateur, et c'est vraiment la fin de ce manga que je me suis dit ouais mais j'aime un peu trop les mangas, il faut que je plonge dans cet univers incroyable. Donc déjà Death Note pour moi a une place particulière dans mon cœur. Donc Death Note ça parle de quoi? On est avec Light Yagami qui est l'élève le plus studieux et impressionnant de tout le Japon, hein. C'est le meilleur élève, celui qui a les meilleures notes. Il est en cours, il s'ennuie profondément et il regarde par la fenêtre comme ça. Et en fait il voit un cahier tomber du ciel. Donc il se dit je pense que j'ai halluciné mais je vais quand même aller voir à ma pause. Et il descend à sa pause et là il voit un cahier noir par terre où c'est écrit Death Note dessus, avec des règles en première page qui dit que si vous écrivez le prénom de quelqu'un, cette personne décédera les secondes suivantes d'une crise cardiaque. Donc du coup il décide d'essayer, mais il est pas bête, il va quand même tester ça sur pas n'importe qui, et en fait il voit que ça marche. Et là il se dit que mon destin c'est devenir un dieu qui va éliminer tous les parasites du monde. Donc honnêtement d'habitude j'aime pas les thrillers, mais là c'est incroyable. Et puis moi à l'époque, je l'avoue, j'étais à fond derrière lui, c'est-à-dire que j'étais là à me dire oh mais moi aussi je tuerais les gens qui font le mal et tout. Mais en fait bah le message du manga c'est que bah non, faut surtout pas faire ça, parce qu'en fait vous êtes vous-même un tueur, vous devenez vous-même mauvais. Et du coup voilà, ça a été la claque philosophique de mon enfance. Et vraiment je trouve que cette philosophie est très bien écrite, très bien faite. En plus de ça, Death Note, il faut savoir qu'il y a des stratégies extrêmement surprenantes, parce qu'en fait le personnage va se retrouver face à un autre personnage qu'on appelle L, et qui est le meilleur enquêteur d'Interpol, donc forcément c'est un enquêteur qui en a dans la tête, hein. Et en fait voilà, vous êtes en confrontation avec deux personnes qui sont extrêmement intelligentes et stratégiques. Donc du coup vous allez voir des stratégies, mais moi je me dis mais l'auteur en fait il a dû commettre ces choses là pour les avoir mis en place dans son manga, c'est pas possible. Ce qu'on aime dans Death Note c'est que c'est vraiment deux personnages similaires. Au final ils sont extrêmement similaires, même s'il y en a un qui refuse de tuer et l'autre bah qui veut que tuer mais pour sauver le monde. En fait au final leur point commun, ils veulent sauver, ils veulent absolument sauver le monde, quitte à tout faire, même les choses les plus folles pour y arriver. Du coup ça rend le challenge encore plus impressionnant et encore plus de tension. Donc si vous voulez un thriller fantastique dans un univers un peu gothique et voilà du drame, vraiment lisez Death Note. Pour moi c'est un classique aujourd'hui et c'est immanquable. En 7ème position, nous avons Code Geass. Code Geass, j'aime trop Code Geass, de Ichiro Okoshi et de Goro Taniguchi aux éditions Tonkam, mais malheureusement ça n'existe plus en France. Donc Code Geass, je sais que le dessin des fois va bloquer les gens, c'est-à-dire que c'est des personnages très élancés avec une grosse tête ronde comme ça. Mais franchement, moi déjà ça me dérange pas autant que ça, mais je peux comprendre quand même, mais le scénario, franchement, il défonce le dessin en fait. C'est l'histoire d'un monde en guerre en fait. Et Britannia a mis à genoux le Japon, donc vraiment ils ont conquéri le Japon. Ils ont pris tous les territoires pour eux et en fait les Japonais sont condamnés à vivre dans les ghettos japonais, tandis que les Britanniens errent tranquilles dans tous les territoires qu'ils veulent. Il y a toujours un groupe de rebelles japonais qui veulent
garder leur indépendance. En fait, nous sommes avec Lelouch. Lelouch, un personnage que j'aime tellement, qui va vouloir absolument que son père en fait n'existe plus, tout simplement. Son père qui est l'empereur de Britannia. S'il veut que son père n'existe plus, c'est parce qu'il n'a jamais voulu venger la mort de sa femme et le fait que sa fille a été sauvagement ravagée et du coup a fini en fauteuil. Du coup, Lelouch en fait veut venger sa mère et sa sœur en affrontant le père qui est en train de strictement tout détruire et de tout dominer à travers la violence et la force. Du coup, un jour, Lelouch va être face à des rebelles qui viennent de voler une arme militaire en fait, et cette arme militaire est une femme. Et il va rentrer en contact avec elle et bam, il va obtenir le Geas. Le Geas est un pouvoir où vous pouvez manipuler les gens en leur faisant faire tout ce que vous voulez une seule fois par personne. Donc ça veut dire qu'il va falloir quand même être stratège. Et du coup, grâce à ce pouvoir, il va pouvoir réaliser son rêve, c'est-à-dire venger sa mère et créer un monde où sa sœur pourra vivre en paix. Donc ça, c'est un manga qui dénonce clairement l'influence du pouvoir, ce que le pouvoir fait sur les humains, sur un peuple, sur un empire et sur même une toute petite personne qui est au final Lelouch. Et puis je vais me faire des ennemis, mais je trouve vraiment que les stratégies de Code Geass sont bien plus élaborées et plus fortes encore que Death Note. En même temps, c'est vrai que c'est plus simple parce que voilà, ils sont à plusieurs à faire des stratégies. Et puis surtout, Lelouch est un personnage qui me touche parce qu'il est seul contre tous en fait. Parce qu'en fait, il cache son identité tout le long du manga parce que voilà, il faut pas que son identité se sache, sinon il serait mort tout de suite. C'est lui qui va mener au final les rebelles et il est seul face à son père. Ensuite, il doit se faire connaître. Il est seul face à un empire. Il doit faire ses preuves envers les rebelles pour que les rebelles aillent de son côté. Je trouve vraiment que ça crée un personnage pour le coup grandiose. Ensuite, il faut savoir que Code Geass, il y a pas mal de personnes qui sont d'accord avec moi. Pour moi, c'est la meilleure fin qu'un manga n'ait jamais publié. Après voilà, je sais qu'il y a des gens qui craignent un peu la mecha, qui aiment pas trop ça. Dans Code Geass, la mecha, elle est pas omniprésente, je trouve. On se sert de la mecha pour faire certaines choses, mais voilà. Pour ceux qui n'aiment pas la mecha, vous inquiétez pas, franchement, Code Geass, c'est pas du tout ce qui prime. Si vous voulez lire un manga avec beaucoup de stratégie, où la responsabilité est une des thématiques principales, et sur la guerre, parce que mine de rien, on est en guerre dans ce manga, bah vraiment lisez Code Geass, c'est incroyable, et je vous promets vraiment une histoire de dingue. En 6e position, Shaman King. Alors, Shaman King, en fait, il faut savoir aussi que c'est vraiment un manga que je ne suivais pas forcément, mais quand j'étais petite, mon frère le regardait et du coup, bah, je le regardais, je passais tout le temps et je suivais inconsciemment en fait Shaman King. Donc du coup, bah, il y en a plein où c'est Pokémon. Moi aussi, j'ai regardé Pokémon, mais pour moi, mon manga d'enfance, c'est Shaman King. Donc c'est de Hiroyuki Takai, aux éditions Kana. Donc Shaman King, ça parle de chamans qui s'affrontent en s'alliant avec des esprits souvent guerriers ou samouraïs ou qui ont des pouvoirs, enfin qui sont prêts à en découdre quoi. Le but est de devenir le Shaman King. Le Shaman King en fait, ça sera la personne qui sera proche du Great Spirit et on l'interprète comme on veut, mais voilà, c'est un peu l'équivalent de Dieu, le Great Spirit, donc autant vous dire que la responsabilité est énorme en fait. Et du coup, voilà, pour devenir Shaman King, il faut remporter le Shaman Fight qui a lieu tous les 500 ans. Et là, vous êtes avec Yu Asakura qui va s'unir avec Amidamaru, qui est un ancien grand samouraï. C'est toute l'histoire de Yu Asakura qui va se battre pour devenir le Shaman King et qui doit affronter les chamans du monde entier. Donc déjà, je trouve que Shaman King est un beau manga dans le sens où ça montre à quel point chaque âme a son importance. Que l'âme soit défunte ou vivante, je veux dire, voilà, tout coïncide. Et puis également, ça parle de l'impact de nos ancêtres, c'est-à-dire que nos ancêtres laissent toujours des traces et nos ancêtres sont vraiment ce qui fait le monde d'aujourd'hui. Et voilà, je trouve ça extrêmement bien démontré et métaphoré sans que forcément on nous rabâche les oreilles avec ça. Donc voilà, c'est vraiment le monde spirituel à travers de l'action. Yo, c'est un peu un faux héros parce que voilà, de base il veut pas du tout être Shaman King, hein. C'est vraiment sa famille qui le saoule pour qu'il devienne Shaman King. Et au final, il accepte de vouloir être Shaman King parce que comme ça, il pourra rien faire de ses journées.
Je crois qu'il rêve un peu lui. Donc voilà, donc il est assez atypique, mais en fait plus l'aventure va se dérouler et plus il va prendre conscience de l'importance de ce titre. Je vous spoil pas, mais son plus grand rival en fait, c'est le rival qu'on a tous peur d'avoir dans notre vie, et vraiment cette rivalité je la trouve insane. Je dirais même awesomeique, c'est-à-dire que voilà, pour moi c'est la plus grande rivalité du monde. D'autres seront Goku et Freezer. Moi je sais que Yu Asakura est une rivalité que je trouve touchante quoi. Elle me fait mal cette rivalité. Vraiment ça crée une intrigue encore plus incroyable. Je me suis jamais vraiment penchée sur les chamans, mais voilà, vous rencontrez plusieurs chamans, vous rencontrez leurs histoires, vous rencontrez l'histoire de leurs esprits, et forcément c'est touchant, c'est extrêmement touchant. Et puis mine de rien, voilà, c'est aussi assez drôle, des fois c'est léger, et des fois c'est intense, mais je veux dire, comment l'auteur a réussi à rendre ça drôle de temps en temps, alors qu'on évolue quand même avec des personnes qui sont mortes, et les esprits quoi. Très bien écrit. Le dessin je le trouve vraiment fun. L'univers je l'aime trop, et puis j'aime trop Yu Asakura surtout. Et Yu Asakura d'ailleurs je trouve son character design insane. Donc si vous voulez un manga sur les chamans qui est une réelle épopée avec du fight, parce qu'il y a beaucoup de fight, lisez Shaman King parce que franchement c'est trop bien. En 5e position, c'est Keiju numéro 8 de Naoya Matsumoto chez Kaze. Alors déjà pour moi, Keiju numéro 8 c'est un futur grand classique. Ça va vraiment avoir son succès, et quand ça va être en animé, on va pas être prêt. Juste on va pas être prêt. Donc en fait c'est dans notre monde en fait. Vous avez des Keiju, donc c'est des démons de la mythologie japonaise, des monstres qui viennent tout détruire, qui viennent décimer l'humanité. Kafka Ibino, donc c'est le personnage principal, il rêve de faire partie du groupe de personnes qui tuent les Keiju. Sauf qu'il rate toujours son concours d'entrée. Le métier c'est de nettoyer les corps des Keiju morts. Donc vous dire qu'il est super heureux de faire ça. Lors d'un incident, Kafka va devenir mi-Keiju, mi-humain. Il y a tout un énorme complexe qui se crée. Avec ce complexe-là, il va évoluer dans un monde où on tue les Keiju tuent les humains. Donc voilà, autant vous dire qu'il n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà, déjà c'est un manga pareil qui est drôle. C'est assez absurde le personnage principal. On réussit à mettre de l'humour dans un univers. On évolue avec un personnage qui ne sait pas où il doit être au final. Et puis mine de rien, c'est quand même un début de fin du monde. Alors j'ai lu que les 2 premiers tomes, donc j'en sais rien si on va aller dans une pure apocalypse, mais voilà, c'est quand même un début d'apocalypse. Grâce au personnage principal, on étudie vraiment 2 camps opposés et ennemis. J'aime beaucoup ça quand on doit essayer de comprendre la personne en face, et c'est clairement une des thématiques principales de Keiju. Et ensuite, il y a un personnage qui s'appelle Mina. Ce charisme monstrueux en fait. Je suis clairement amoureuse d'elle. C'est que l'auteur sait créer des personnages extrêmement charismatiques. Elle est trop badass, elle est trop belle. Et puis les dessins, mais les dessins je les aime trop. Les dessins ils sont trop beaux, ils sont trop stylés, on est à fond dedans. C'est aussi dynamique que le scénario, et vous verrez que des fois il y a des planches, mais c'est monstrueux, littéralement monstrueux, comme un Keiju quoi, et c'est trop stylé. Et franchement, vous lisez les premières pages, vous êtes addict. C'est terminé pour vous. Vous lisez les premières planches, vraiment vous êtes à fond dans Keiju. Ça pour moi c'est un talent d'écrivain. Et l'action aussi est très bien faite, c'est-à-dire que voilà, il y a des combats, des fois on voit rien, on comprend rien. Là l'action elle est là, elle est dynamique, elle est lisible. C'est vraiment très bien amené à chaque fois. Vraiment voilà, ce manga, j'espère que... Enfin voilà, c'est mon plus grand espoir. J'espère vraiment que ça va être encore plus incroyable que le début ne l'est déjà en fait. Franchement, j'y crois à 100%. Donc voilà, si vous voulez lire un manga sur la thématique de se réaliser en fait, avec du fight et voilà, de l'apocalypse on peut le dire, vraiment lisez Keiju numéro 8, c'est énormissime. Vraiment, de toute façon, dès les premières pages, vous allez être conquis. En 4e position, mon petit bébé d'amour, Silent Voice. Donc c'est de Yoshitoki Ohima chez Kiyun. Déjà il faut savoir que Silent Voice a été élu au Japon le manga le plus bouleversant qui soit, et c'est vrai que voilà, c'est vraiment émotionnellement ça vous matrixe complètement, hein. Vous êtes figé là quoi. Silent Voice c'est l'histoire de Ishida qui est un garçon rebelle qui adore faire n'importe quoi, qui est complètement instable en cours. Un jour, il reçoit une nouvelle élève dans sa classe, une nouvelle camarade, et en fait, elle rentre dans la classe, elle sort un cahier et elle montre le cahier comme ça.
Et elle explique qu'elle s'appelle Shoko Nishimiya et qu'elle est sourde et muette. Elle est pas muette à 100%, mais je vous laisserai découvrir. Et du coup, Ishida, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la prendre pour une distraction. Donc il va commencer à s'amuser d'elle, à mal lui parler, à la harceler. Le début du manga, c'est ça. Donc déjà là, c'est intense. Arrive ce qui doit arriver. Shoko change d'école pour déjà la deuxième fois, alors que il me semble qu'ils sont qu'à l'équivalent de la maternelle. Et du coup, tout le monde va montrer du doigt Ishida, c'est toute sa faute, alors que pendant qu'il harcelait, les autres en riaient fortement. Il va se retrouver seul, parce que les établissements vont commencer à mal le voir, les professeurs, les supérieurs. Il va subir cette injustice-là, même s'il a quand même fait du harcèlement, mais les autres aussi méritaient d'être punis. La solitude commence à arriver dans sa vie et le regret s'impose de plus en plus. Il va prendre la décision de tout faire pour que Shoko soit heureuse dans sa vie. C'est le début d'une histoire juste magnifique qui commence. Donc déjà, Silent Voice, vraiment, c'est la notion de regret, c'est-à-dire que j'ai jamais vu le regret autant mis en avant, que ce soit dans les films, dans les jeux vidéo, dans les livres, dans les bandes dessinées. Je souhaite ne jamais ressentir un tel regret, parce que le regret à son max peut vraiment être dévastateur. Ensuite, ce que j'aime aussi dans Silent Voice, c'est que Ishida et Shoko, on s'attend à une histoire d'amour, de romance, mais alors pas du tout. Oui, on sent que voilà, ils tiennent intimement à l'autre. Oui, il y a peut-être de l'amour, mais en fait, c'est pas du tout ce qui prime. C'est vraiment ce lien de deux personnes qui s'entraident. Et surtout de base un bourreau et une victime qui s'unissent petit à petit et qui apprennent à se connaître. Et c'est vraiment ça la force du manga. Bien évidemment, c'est un manga qui montre les problèmes liés à l'handicap, le jugement, le harcèlement, les moqueries. Vous avez plusieurs personnages autour d'Ishida et de Shoko, donc qui sont tous aussi importants, qu'ils fassent l'extrême bien ou l'extrême mal. Ça aura toujours des répercussions et un impact sur la personne visée, qui est la personne handicapée. Et puis vous avez aussi la notion de tout faire pour l'autre. Et c'est extrêmement bien mené, c'est subtilement mené. Ça en devient un chef-d'œuvre en fait, l'histoire, tout simplement. Et puis voilà, ça vous montre aussi que trop faire pour une personne handicapée et ne rien faire, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas traiter la personne comme une personne handicapée, il faut traiter la personne handicapée comme une personne et pas voilà tout le temps lui rappeler son handicap. Et voilà, ça montre aussi les différences que font les personnes valides des personnes invalides et voilà, c'est extrêmement touchant, vraiment c'est extrêmement touchant. Et vous êtes observateur de cette magnifique union et de ce magnifique duo qui se crée et qui évolue ensemble. Et voilà, les musiques du film sont très très belles, mais honnêtement les livres, moi j'ai fermé le tome 1, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Rien que les couvertures sont extrêmement touchantes en fait. Donc si vous voulez un manga qui parle d'handicap, de trame de vie, et de l'acceptation de soi, et que vous voulez être bouleversé aussi, lisez Silent Voice, c'est extrêmement touchant. C'est le manga préféré de milliers de personnes, parce que vraiment, voilà, ça nous rappelle à quel point on est tous humains et remplis de sentiments, quoi. En troisième position, c'est Promised Neverland de Keiyu Shirai et de Pozuka Demitsu au dessin, qui fait des dessins vraiment magnifiques, chez Kazé. Déjà, Promised Neverland, je l'avoue, c'est mon manga préféré, mais j'arrive pas à le finir. Il me reste 4 tomes et mon cœur n'a pas envie d'une fin en fait. Donc c'est l'histoire de Crassfield, un orphelinat. Vous avez une 40aine d'enfants dans cet orphelinat avec une maman qui s'occupe de tous ces enfants-là. Ils s'aiment tous et tous comme des frères et sœurs. La maman est juste parfaite. Comme pour chaque orphelinat, le but c'est de trouver des familles. Au bout d'un moment, les enfants partent de l'orphelinat parce qu'on leur a trouvé une famille. Sauf que la chose qui est bizarre, c'est que bizarrement, on n'a jamais de retour de ces enfants qui sont partis. Ni une lettre, ni une visite, rien du tout. Et en fait, un jour, c'est l'heure de Connie. Connie a trouvé une famille. Et en fait, vous êtes avec les 3 personnages principaux qui sont Emma, Norman et Ray, qui sont les plus vieux, donc ils ont 12 ans, de l'orphelinat. Tout le monde les voit comme les grands frères, grandes sœurs. Et en fait, Connie leur dit au revoir.
et en fait elle oublie son doudou. Et donc du coup Emma et Norman décident de lui ramener, sauf que normalement il est interdit de dépasser le portail de l'orphelinat et en fait ils découvrent l'immondité de ce monde, en fait, de cet univers, et ils comprennent qu'ils sont que du bétail. Donc je vous en ai déjà trop dit, mais voilà, c'est clairement un manga qui dénonce les abattoirs, ce que nous humains on fait aux animaux. Donc voilà, après c'est une réelle épopée qui commence, parce que c'est-à-dire que quand vous avez des gamins extrêmement intelligents qui comprennent ça, bah qu'est-ce qu'ils vont tenter de faire? Bah c'est de comprendre le monde dans lequel ils vivent et de survivre tout simplement dans ce monde-là. Donc ça se transforme en réelle épopée quoi. C'est une épopée, c'est en 20 tomes, mais vous avez quand même l'impression que j'ai vécu un truc énorme et sur des années avec eux quoi. Parce que de toute façon ça se passe sur plusieurs années. Emma, Norman et Ray sont vraiment trois héros que j'aime. Ils ont chacun leur force. Pour moi on peut pas séparer ce trio. C'est quand même ma petite préférence. Je trouve que l'univers est juste incroyable et bien pensé, c'est extrêmement bien pensé. De dénoncer ça à travers une histoire aussi forte. Puis la dessinatrice est juste extrêmement forte, parce que les dessins enchantent littéralement tout cet univers dur, froid et morbide. Je sais que la fin est très critiquée de ce manga. Bah moi je l'aime bien, je trouve que c'est la fin qu'elle mérite. Ensuite il faut parler de l'animé. La saison 1 est un film. C'est-à-dire que c'est incroyable. Pour moi, c'était l'animé le plus beau. Mais par contre, la saison 2, ne la regardez pas. Parce que ça saute 10 tomes. Ils ont supprimé l'un de mes arcs préférés qui est dans le manga. Ça va trop vite et c'est lent et c'est mou. Enfin, je suis désolée de tailler le studio d'animation, mais en fait, j'étais extrêmement déçue. Donc, regardez la saison 1 et après, lisez les livres. Parce que franchement, la saison 2, elle mérite même pas d'exister. Et pour moi, c'est une des plus grandes déceptions dans l'animation. Voilà, c'est une histoire qui est gravée en moi à jamais et vraiment, je vous la recommande à 1000%. Donc si vous voulez un manga de survie avec une réelle épopée, avec du dark, lisez The Promised Neverland. C'est juste énorme en fait comme manga. En deuxième position, et ça va vous surprendre si vous avez vu mon top 10 ever, et c'est Naruto. Je m'explique. Je m'expliquerai pour le numéro 1. Naruto pour moi c'est le dieu des mangas. Dans mon univers à moi, c'est l'histoire de ce jeune garçon qui a été renié par son village pendant 12 ans. Il a été seul pendant 12 ans de sa vie. Il a un démon en lui qui a été mis en lui pour sauver le village. Et il a un peu de haine en lui parce que pour lui, il mérite pas en fait d'être seul. Son rêve c'est de devenir Hokage pour avoir la reconnaissance de tous. L'Hokage c'est le chef du village et qui a la reconnaissance de tous ces villageois. Et déjà là je trouve l'intention pure en fait de ce personnage, parce que il aurait pu vouloir tuer tout le monde en fait, mais non, lui il rêve de les sauver tous et aussi d'avoir leur reconnaissance, mais ça c'est normal en fait, c'est passer de la pommade sur la solitude et voilà, déjà rien que là, voilà, pour moi ça c'est le synopsis parfait de Naruto, il y a pas à dire plus. L'histoire de ce ninja qui va grandir et tout faire pour réaliser son rêve. Le personnage de Naruto est juste énorme, parce que la philosophie de vie c'est d'arrêter le cycle de haine et qui va devenir la philosophie globale du manga. Alors que franchement il a toutes ses raisons d'avoir la haine, mais il a très vite compris que continuer la haine c'est détruire le monde. Tout simplement. Surtout qu'il se fait terrasser souvent, soit par la solitude, soit en combat, tout ce que vous voulez. Il se relève toujours. Vous pouvez lui faire n'importe quoi, il se relèvera. Mais pas de manière « Pam, c'est moi », c'est vraiment, il n'accepte pas d'être éloigné de ses convictions et de son indo qui est de jamais abandonner ses principes. Il vous dit « Abandonnez pas vos rêves et n'oubliez pas qui vous êtes ». Et voilà, il pue l'espoir en fait, Naruto, il pue l'espoir et la détermination. Naruto c'est un manga philosophique comme je l'ai déjà expliqué dans mon top ever, c'est-à-dire que vous avez la philosophie de chaque personnage et vous avez la philosophie globale. Donc ça veut dire que quand vous rencontrez un personnage, vous allez rencontrer une philosophie et votre esprit va s'ouvrir encore plus. C'est plein d'honneur et de valeur en fait, Naruto. C'est le manga de l'espoir. Vraiment pour moi c'est le manga de l'espoir. Peut-être parce que c'est mon manga préféré, mais il y a quand même plein de gens qui le disent. Les plus belles scènes émouvantes se trouvent dans Naruto. Après il y a eu Boruto sur les enfants, des personnages de Naruto, j'aime moins, mais pour les nouvelles générations je le recommande quand même, parce que voilà on revoit toutes ces valeurs qu'il y avait dans Naruto. Et puis à ce qui paraît à partir de l'épisode 170 ça remonte. Donc si vous voulez un manga qui parle de réaliser ses rêves, un manga de fight, et un manga sur les émotions, le drame, vraiment lisez Naruto.
Et ensuite, mon manga shonen numéro 1, c'est Fullmetal Alchemist d'Hiromu Arakawa chez Kurokawa. Comment expliquer ça? Alors je sais qu'il y a plein de gens qui seront pas d'accord, mais je suis désolée, pour moi Fullmetal Alchemist c'est le manga qui met tout le monde d'accord. Ça veut dire que vous avez Dragon Ball, vous avez One Piece, Naruto et même Bleach à l'époque, mais je trouve que Fullmetal, il parle vraiment à tout le monde. On peut vite se sentir dans l'univers de Fullmetal, c'est un steampunk mais léger, c'est pas trop steampunk non plus. Ça parle vraiment du lien avec le monde, que 1 et tout est 1. Et clairement pour moi c'est un manga avec une puissance scénaristique qui n'a jamais été dépassée depuis. On est au pays d'Amestris où l'alchimie a pris une place importante, donc elle est considérée comme science universelle en fait. Du coup, vous avez des alchimistes, donc ils ont chacun leur alchimiste et on peut un peu considérer ça comme des pouvoirs. Et en fait, on est avec Edouard et Alphonse, leur mère décède d'une maladie et du coup ils vont utiliser l'alchimie pour la refaire vivre, quoi, la faire revenir. Nous commençons direct avec une philosophie où si tu demandes quelque chose, tu dois donner. Et en plus de ça, il est interdit de ramener les morts à la vie selon la loi. Et la loi de l'alchimie. En tentant de faire revenir leur mère, vous avez Edouard qui perd une jambe et vous avez Alphonse qui perd son corps. Du coup, Edouard sacrifie son bras pour pouvoir sceller l'âme de son frère dans une armure. Donc déjà, ça commence super bien. Vous avez direct la notion de tu demandes, tu donnes. Et ça, déjà, je trouve ça, y a rien de plus réel en fait. Et du coup, suite à cela, Edouard et Alphonse vont rentrer dans l'armée, ils vont devenir alchimistes d'état, donc le full metal alchimiste, quoi, l'alchimiste du métal. Et en fait, s'ils font ça, c'est pour avoir les avantages de l'armée, pour pouvoir retrouver la pierre philosophale qui réalise tous les vœux, et du coup pouvoir ramener leur mère, sachant que leur père est parti il y a fort longtemps, donc voilà, ils veulent pas devenir orphelins et ils aiment leur mère tout simplement. Donc déjà l'histoire, et je trouve que ce synopsis déjà on se dit mais c'est quoi cette histoire de malade en fait, c'est déjà on sait le deep qui va arriver quoi. Ensuite donc vous avez Fullmetal Alchemist et vous avez Fullmetal Alchemist Brotherhood en animé. Faut savoir que le Fullmetal Alchemist il n'était pas fini, enfin le manga n'était pas fini, donc ils ont fait une autre fin. Moi personnellement je préfère la fin de l'écrivaine, donc c'est Fullmetal Alchemist Brotherhood pour ceux qui veulent voir vraiment l'animé de l'œuvre. Ensuite vous avez le principe de l'alchimie, donc l'alchimie le pouvoir, mais l'alchimie du monde, des autres, de ce qui nous entoure, que l'environnement, la création de l'homme, les décisions, les humains, tout être vivant en fait, on est tous une et même chose au final. On ne sait pas vraiment ce que c'est, mais sans les autres, on peut pas être soi. Sans tout ce qui existe, on peut pas être soi. Un humain qui est seul au monde, s'il a que l'art, et sans l'art, il peut pas être lui-même. Enfin, vous voyez, c'est aussi simple que ça, et pourtant, Hiromu Arakawa nous le démontre, pareil, encore une fois, sans blabla, métaphoriquement, à travers ce scénario incroyable. Et forcément, au bout d'un moment, le spectateur le comprend en fait. Voilà, elle est juste trop forte. Edouard et Alphonse sont des héros malgré eux parce que de base, ce ne sont pas des héros, c'est égocentré leur raison de devenir alchimiste d'état. Mais en fait, eux sont purs, sont des êtres purs et du coup, vous allez voir des fois des alchimistes qui vont faire des choses parce que l'état en demandait, mais eux, ils vont toujours agir avec leur pureté à eux et c'est là, petit à petit, qu'on va se rendre compte qu'ils deviennent des héros en fait. Une fin à chialer son âme tout entière. Oui, j'étais seule pour cette fin. Oui, ça m'a... J'étais détruite, mais ça veut pas dire que ça se finit mal ou pas, vous ferez votre avis et tout, mais oh mais cette fin, mais elle est surpuissante, j'oublierai jamais cette fin. Et maintenant je m'explique sur pourquoi le numéro 1. Je trouve que plein de gens sont d'accord sur le fait que oui il y a Naruto, oui il y a One Piece, oui il y a Bleach, oui il y a Dragon Ball, mais quand on parle de Fullmetal, et tout le monde est d'accord pour dire que ce manga c'est le plus extraordinaire qui a été écrit au final parce que, je cite Hiromu Arakawa, de juste ma théorie de vie, j'ai écrit ce manga. Comment a-t-elle réussi pour créer un univers aussi surprenant? Et voilà, Fullmetal Alchemist pour moi c'est le meilleur. Je le répète, pour moi, c'est le meilleur shonen écrit au monde. Et je cite que des fois, j'aurais dû aller dans le seinen à certains moments, mais c'est bien un shonen, donc voilà pourquoi il est numéro 1. Donc si vous voulez un manga qui traite de l'unité, avec une vraie épopée une fois de plus, et surtout avec la thématique de être qui on est vraiment, lisez Fullmetal Alchemist. C'est une œuvre d'art.
Donc voilà, c'était mon top 10 shonen. C'est avec grand plaisir que je voulais partager. Je ferai sûrement la prochaine vidéo sur mes 10 jeux vidéo préférés. Et un jour, sûrement celle d'après, je ferai sur mon top 10 seinen. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à faire des commentaires, à dire ce que vous en avez pensé, à donner votre classement à vous aussi, avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube, la page Indigo, à vous abonner à ma page Instagram. Merci encore pour ceux qui me suivent. J'espère vous faire découvrir plein de choses, mine de rien, même si là, bon, ces shonen sont quand même plutôt connus en global. À bientôt et à pouette!